Je vous propose la narration d'un humble manifeste en faveur de l'innovation pédagogique. Nous sommes une génération de pédagogues qui nous inscrivons dans une histoire riche de l'innovation pédagogique, ce que je vous propose de voir, et qui avons les moyens de réussir ce que aucune génération de pédagogues depuis Freinet jusqu'à l'enseignement mutuel du XVIIIe siècle n'a réussi à faire. Alors quels moyens supplémentaires avons-nous et comment s'en saisir? C'est ce que je vous propose de voir aussi. Vaste programme, je n'ai pas vocation ni le temps pour un exposé universitaire, mais l'idée est plus ici de vulgariser et d'interpréter les changements dont nous sommes parfois les acteurs, mais aussi parfois les victimes, et je vous propose ici d'en être acteur. Pour savoir où on est, il faut savoir d'où on vient, c'est ce que nous apprend l'histoire. Je vous propose de passer en revue très rapidement l'histoire de l'innovation pédagogique. Depuis toujours, l'être humain apprend, c'est sa particularité, c'est ce qui le distingue des autres êtres vivants. Et c'est cette raison qui a permis à l'homme d'évoluer et qui l'a poussé à s'interroger sur le monde qui l'entoure. C'est ainsi que dès l'Antiquité, l'enseignement existe, et il existe sous la figure du mentor ou du précepteur. Ici, dans la mythologie grecque, nous avons Mentor, qui est le précepteur du jeune Télémaque, dans le livre de Homère, l'Odyssée. Cette modalité d'enseignement se fait en petits groupes, et ce jusqu'au XVe siècle, où on voit dans cette gravure un enseignant, en l'occurrence un protestant, distiller les savoirs à un petit nombre d'élèves. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir l'ouverture des écoles au plus grand nombre. Les enseignants doivent dorénavant enseigner non plus à un ou deux élèves, mais à un groupe entier d'élèves. C'est l'apparition de la classe et c'est surtout le début de l'éducation de masse. Deux courants vont s'opposer. Le premier est l'enseignement mutuel. Pour accueillir un nombre croissant d'élèves en classe, une génération de pédagogues va mettre en place l'enseignement mutuel, c'est-à-dire l'enseignement de pair à pair entre les élèves. Sur cette gravure, vous voyez les élèves enseigner à d'autres élèves. À ce courant-là s'oppose l'enseignement simultané de Jean-Baptiste de La Salle. Jean-Baptiste de La Salle est considéré comme un des premiers innovateurs en matière de pédagogie, puisque pour la première fois, il ne va plus s'adresser à un petit nombre d'élèves, mais il va s'adresser à un très grand nombre d'élèves, tout du moins à un grand nombre d'élèves. La classe, c'est presque la naissance de la classe telle que nous la considérons aujourd'hui. Cette classe, selon lui, est censée être du même niveau scolaire et du même âge, pour que on puisse faire les mêmes apprentissages en même temps et en même lieu. C'est la condition de l'ouverture de l'école au plus grand nombre. Il faudra attendre 1833 pour voir le modèle de l'enseignement simultané adopté en 1833. Guizot, alors ministre du roi Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, va réformer l'instruction primaire et il va énoncer deux principes. Le premier de ces principes, c'est la liberté de l'enseignement, et le deuxième, celui qui se donne à voir sur les gravures, c'est l'organisation d'un système scolaire public. Il sera le premier à normer ce que doit être une salle de classe pour que les élèves puissent être assis, pour qu'ils puissent être suffisamment espacés. L'enseignant ici va adopter une posture d'enseignant en cours magistral. Il fera de l'enseignement simultané, tel que Jean-Baptiste de La Salle l'avait développé. C'est la fin de l'enseignement mutuel qui s'était répandu alors jusqu'au Royaume-Uni, en Allemagne, et qui sera abandonné dans tous les pays européens pour la simple raison que même si cet enseignement mutuel avait fait la démonstration d'une réussite éducative, il ne permettait pas la transmission des valeurs chrétiennes. En 1881, l'école devient obligatoire en France, Jules Ferry, et je vous propose ici de faire la comparaison entre une manufacture d'armes en 1910, quelques années plus tard après Jules Ferry, et la gravure d'une classe de la Troisième République telle qu'on pouvait la rencontrer en 1881. Ce qui est intéressant dans cette forme scolaire, c'est qu'on voit l'organisation en classe qui est conservée, l'enseignement simultané et la salle de classe ainsi normée avec les pupitres, avec les rangées d'oignons telles que vous les voyez, ou encore les estrades, vont renforcer chez les enseignants leur pratique de l'enseignement simultané, qu'on pourrait qualifier de magistral.
Et dans ce contexte européen qui est celui de l'industrialisation, mais aussi celui de la préparation de ce qui sera la Première Guerre mondiale, l'éducation se donne deux objectifs. Le premier sera de former des ouvriers pour remporter la bataille de l'industrialisation qui fait rage en Europe. La configuration des salles de classe sera calquée sur celle des manufactures. Vous verrez des similarités et il s'agit ici pour l'école de former des futurs ouvriers obéissants aux ordres du contremaître et avant cela à l'enseignant. Mais il s'agit aussi de former de futurs soldats, les futurs poilus, qui obéissent aux ordres et qui cultivent l'amour de la patrie. Il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour voir apparaître une nouvelle vision de l'éducation et un nouveau sens au métier d'enseignant. C'est le courant de l'éducation nouvelle à partir des années 1920 qui sera impulsé par Madame Montessori, que vous voyez ici à droite, ou encore Célestin Freinet à gauche, mais on pourrait aussi citer Steiner en Allemagne. Cette éducation nouvelle est un courant qui va rassembler des centaines, voire des milliers d'enseignants qui se retrouveront dans des congrès et qui vont proposer une nouvelle vision de la formation de l'élève. L'éducation nouvelle propose le principe d'une participation active des élèves à leur formation et revendique que l'apprentissage, avant d'être une accumulation de connaissances, doit être le facteur de progrès global de la personne. Dans cette vision, l'éducation nouvelle et les innovations pédagogiques qu'elle porte va échouer en raison de la montée des totalitarismes en Europe qui mettront fin au courant de l'éducation nouvelle, qui sera peu à peu ignoré, voire interdit, en faveur d'une nouvelle vision de l'éducation qui sera celui porté par les totalitarismes, comme l'illustrent ici les jeunesses fascistes en Italie, où l'individu se doit d'être soumis. La question est aujourd'hui, quelle est notre vision pédagogique? Quelles sont nos valeurs dans la transmission des savoirs? Si le numérique semble occuper une place de plus en plus importante dans l'école, on observe toutefois que la configuration des salles de classe et nos manières d'enseigner ont bien peu évolué. Les tables sont toujours en rangée d'oignons, l'estrade a peut-être disparu, et la tablette ne fait que remplacer ce qui était peut-être autrefois l'ardoise. Alors, quel est notre rôle aujourd'hui ? Et pourquoi aujourd'hui faut-il à nouveau essayer d'innover ?